on va passer à un tout petit pays, à un pays microscopique, dont on dit que si on met une pointe de crayon sur la carte, ça disparaît. Le Qatar et l'importance que joue ce micro-pays dans la politique étrangère et même intérieure de la France depuis quoi, bientôt 7 ou 8 ans maintenant. Alors, la folie du Qatar liée au pouvoir politique, c'est-à-dire Sarkozy, puisque c'est là que ça a démarré, comment vient tout d'un coup... Ça avait démarré un peu avant, enfin. Oui, sur le plan, oui, vous avez raison. Enfin, nous, on l'a vu surtout apparaître d'une manière caricaturale sous Sarkozy, mais ça avait commencé avant. Oui. Avant d'aller dans le sens de... Pour répondre à votre question, il y a à comprendre comment la politique étrangère et la politique extérieure française se fabriquent. Dans les institutions de la République, il y a bien un ministre des Affaires étrangères, il y a bien un ministre de la Défense, ce qu'on appelle les ministres régaliens. Il y a un président de la République, il y a un chef de gouvernement, il y a un secrétaire général de l'Élysée, etc. Donc aujourd'hui, quand vous arrivez au point où le président de la République lui-même s'accapare de tous les pouvoirs, allant jusqu'à gérer en solitaire, je dis bien en solitaire, la politique extérieure de la France, appelant les dossiers réservés. Réservés de qui? Du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, etc. Quand un président de la République nomme un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Bernard Kouchner, sachant très bien que son passé, notamment en Afrique et ailleurs, ne sont pas très glorieux. Notamment quand on sait qu'il n'est pas capable de pouvoir assumer ses fonctions dans la situation actuelle où on se trouve. Alors posez-vous la question. Pourquoi l'avez-vous mis ministre des Affaires étrangères, si ce n'est que pour diriger à sa place. Pour vous mettre à votre place en lui laissant les chrysanthèmes dont il a besoin, etc. Et... Pardon. J'arrête le téléphone. Excusez-moi. Donc, oui, mais ça, là, on est sur un plan... Laissez-moi dire, juste pour finir sur Bernard Kouchner. Et que vous appelez ça ouverture pour l'image. On s'ouvre vers les socialistes. Ça veut dire l'UMP, la droite, s'ouvre vers la gauche, etc., etc. Tout ça est fantastique. C'est comme quand vous mettez vos députés de la majorité voter un président de la commission des finances, un socialiste. À l'Assemblée nationale, un socialiste. Cahuzac. Cahuzac en l'occurrence. Vous le mettez là-bas, ça c'est, je parle de l'ère Sarkozy. Donc vous mettez là-bas ce monsieur, pourquoi? Pour que vous puissiez dire, on n'a rien fait de mal. D'ailleurs, monsieur le président de la commission des finances et du budget, etc., au Parlement, est quelqu'un qui n'est pas de notre bord, donc il est prêt à l'écouter, etc. Mais qui c'était? Un homme de rapport, style M. Kouchner, avec des casseroles qu'on a vues aujourd'hui, mais pas à l'époque. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. Mais pour en revenir au Qatar, alors les relations extérieures, avant. Les relations extérieures, pardon, les relations extérieures de la France sont donc gérées en solitaire par le président de la République, en effaçant et en écrasant tout ce qui peut exister autour. Ok, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec le Qatar? Premièrement, est-ce que le Qatar mérite de devenir une grande puissance par le biais de ses relations avec la France à travers M. Nicolas Sarkozy? Je retire M. Nicolas Sarkozy. Non, Nicolas Sarkozy. Donc, aujourd'hui, ce monsieur est quelqu'un
qui a amené la France à devenir le prostitué du Qatar. Alors que le Qatar n'est qu'un pays ennemi, il l'a transformé par ses gesticulations médiatiques, par sa manière de faire dans le monde des médias et du numérique aujourd'hui, fait du Qatar un pays ami. Alors vous me demandez comment le Qatar est un pays ennemi. On a le droit de se demander. Donc, voilà. Mais un jour, et je veux dire, il y a bien eu le coup de foudre entre Sarkozy et le Qatar. Je sais ce que vous cherchez. C'est les relations financières occultes qui ont existé. Maintenant au-delà même, tout d'un coup, il y a quand même eu... Il y a tout simplement à savoir que quand un président de la République est acheté par 1 euro ou 50 milliards, c'est la même chose. Parce que quand on achète un président de la République, on le fait rentrer en fonction. Donc, au sortant de lui, un résultat. N'est-ce pas? Donc, ce franc ou ce euro touché est devenu de la corruption parce que ce n'est pas mis entre les mains d'un avocat, ce n'est pas mis entre les mains d'un plombier qui fait réparation de la maison. On l'a mis entre les mains quand même du président de la République. Donc, quel est le service qu'il peut rendre? Et vous voulez dire voilà que le Qatar a payé la campagne électorale de Nicolas Sarkozy? Alors, campagne électorale ou pas, je parle des paiements à la justice après, aux enquêteurs après, de savoir est-ce que c'est la campagne présidentielle qui a été affectée, est-ce que c'est l'achat de X, est-ce que c'est le fonds qatari qui va gérer à Londres, etc. Tout ça, ça vient après. Un flux. Pour ce flux-là, il y a quand même un pays qui paye, c'est le Qatar. C'est le Qatar, un président qui reçoit, c'est Nicolas Sarkozy. Là, jusque-là, on est d'accord. Maintenant, il faut savoir quelle est la mission sur laquelle il a été payé, à part socialement, bonjour, je t'embrasse, tu m'embrasses. Quelle est-elle? Et c'est là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous voyez? Aujourd'hui, si on ne fait pas ça de cette manière, on ne va jamais comprendre. La France est toujours par les médias, nous emmenant dans des amalgames, allant jusqu'à mélanger Madame Bettencourt avec Karachi, avec ça. Tout ça, c'est de la foutaise. Une seconde. La réalité, c'est pour être presque trivial, enfin très précis, il y a bien quelqu'un à un moment qui a dit à Nicolas Sarkozy, le Qatar, c'est formidable, parce que je ne sais même pas si Sarkozy connaissait l'existence du Qatar. Donc il y a bien un intermédiaire, il y a quelqu'un, il y a une... Je sais pas, vous n'avez pas une idée là-dessus? L'approche des Qataris est la suivante. Quand ils ont approché M. Hollande... Ah oui, c'est eux qui font la démarche. Comme ils font. Il y a un ambassadeur ici. Oui. Et ils cherchent par des biais d'aide... c'est du marketing. Comment ils ont fait avec M. Hollande? Comment ils ont fait avec M. Hollande pour s'approcher de lui? Manuel Valls, devenu ami de Qatar, pendant qu'il était porte-parole de la campagne de François Hollande, ami avec l'ambassadeur du Qatar, ouverture, etc. Et deuxièmement, le fait qu'ils ont compris, par exemple, que monsieur le candidat Hollande a besoin de dire que il est avec l'emploi, il est contre le fait qu'il y a, comment ça s'appelle, il y a 500 employés qui vont être virés d'une compagnie dans le Corrèze, dans son département et peut-être dans sa ville. Et alors, qu'est-ce que fait le Qatar? Il achète l'usine. Pas pour acheter l'usine, pour aider, pas acheter l'usine, pour aider monsieur le président candidat à pouvoir dire, tiens, le Qatar est un pays gentil, etc. Et l'affichage qui a été fait, et c'est vrai, ils ont aidé une entreprise, ce qu'on souhaite pour que toutes les entreprises soient aidées. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, et qui intéresse les Français, c'est pourquoi
Et qu'est-ce que ça va mener, ça? La stratégie du Qatar, c'est de tendre des pièges, en fait, et de faire tomber les hommes politiques dedans. Et qui sont volontaires pour tomber. Bien sûr, mais on est devenu le pays le plus fertile à être acheté. Mais pas acheté n'importe comment, acheté par ses dirigeants. Acheté. Là, on a la sûreté que eux, les dirigeants, vont tout mener avec la force et la puissance de leur pouvoir. Ce que je cherche aujourd'hui à vous dire, c'est que cette politique extérieure de la France a causé des dommages totalement insurmontables peut-être. Aujourd'hui, la France, à cause de cette avancée vers le Qatar, à cause de la prostitution qu'elle s'est mise dans le Qatar, elle s'est mise de côté en ennemi tous les autres pays arabes et à leur tête l'Arabie Saoudite. Notez bien. Elle s'est mise aujourd'hui dans cette crise mondiale qu'on traverse. Elle est beaucoup plus française que mondiale. Elle est beaucoup plus française que mondiale parce que la France n'arrivera jamais à avoir les recettes nécessaires pour pouvoir combler un déficit autrement que par l'asphyxion du peuple français. Ça, il faut le savoir. Alors pourquoi l'asphyxie du peuple français? C'est pas volontaire. C'est parce que on n'a pas choisi les bons amis jusqu'à choisir la manière, la méthode pour les obtenir. Et tant qu'on reste là, et tant qu'on reste comme ça, on restera dans la faillite. Aujourd'hui, qui dit la France n'est pas en faillite, il se trompe. La France est déjà en faillite. Et donc, si on fait allusion au printemps arabe... Alors, on va commencer sur le Qatar. On va commencer sur le Qatar. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire, qu'est-ce qui me mène à parler? Qu'est-ce qui m'autorise à parler de cet aspect-là des relations extérieures? C'est que je travaille et j'ai travaillé dans l'intérêt de la France. Aujourd'hui, tout le temps, ce que j'ai fait, c'est dans l'intérêt de... Je n'ai pas touché aucun centime de la France. Aucun centime. J'ai touché pour mon travail que j'ai fait pour les pays que j'ai amenés à la France. Ça, notez-le bien. Parce que tout ce qui raconte la justice, les médias, les lâchages, etc., tout ça, c'est de la foutaise. Elle m'est basée sur rien. Moi, je suis fier de ce que j'ai réalisé pour la France. Et à ce titre, je veux dire, pour pouvoir réaliser ça, je suis rentré à l'intérieur du système. Je me suis révolté du système, je m'en suis sorti. Et parce que je m'en suis sorti, parce que j'étais capable de pouvoir les dénoncer et dénoncer leurs actes crapuleux, criminels, ces mêmes hommes au pouvoir m'ont mis en prison, m'ont collé une affaire dans laquelle absolument il n'y a rien. Tout ça pour amuser les galeries et lyncher M. Taqiyuddin au lieu de se faire lyncher eux-mêmes. Oui. Et sur le Qatar, sur le printemps arabe. Donc, voilà. Sur le printemps arabe. Oui. Donc, ça démarre avec... Premièrement, qu'est-ce que vous appelez le printemps arabe? Non, mais... Est-ce que je me permets de vous demander? Non, mais pour moi, le printemps arabe... Je veux que quelqu'un qui me parle comme président de la République sache ce que c'est l'histoire, ce que c'est la culture, ce que c'est avant de toute approche rapide, n'importe comment, M. Hollande ou M. Sarkozy ou M. Chirac auraient mieux fait de pouvoir apprendre ce que c'est les pays avec lesquels on traite. Donc on aurait compris le Qatar. Et donc on aurait compris les pays arabes aussi. On ne peut pas les comprendre autrement. On ne peut pas les comprendre par un président qui s'appelle Nicolas Sarkozy, qui ne connaît même pas la différence entre les chiites et les sunnites, qui les appelle deux religions différentes de l'islam.
Mais c'est une honte. C'est une honte, André Malraux. C'est une honte, je vous le répète, d'avoir un président aussi stupide que ceci. Alors, la stupidité, elle peut être, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à toucher le peuple français, au risque de pouvoir faire revenir le même, je dirais, criminel au pouvoir, franchement là, ça passe les bornes. Aujourd'hui, permettre une plateforme médiatique à ce monsieur qui va nous apprendre en prononçant 103 fois le mot « République » dans son discours, sans pouvoir dire aucunement qu'est-ce que c'est que la République dont vous parlez. Est-ce que c'est la République que vous avez instaurée pendant 5 ans et 12 ans avant vous, Chirac, et peut-être 2 ans et demi après vous, François Hollande? Est-ce que c'est cette République-là? La République des mensonges? La République de l'accaparation de toutes les institutions? La République où on gère tout en solitaire? C'est ça votre République? Et non un repas. Parce qu'on voit les résultats. Est-ce qu'on peut revenir au printemps arabe, le Qatar, la Tunisie et la Libye? Oui. Alors, moi, je me considère fier. Mais j'ai un acquis de conscience. Mais je me considère fier d'avoir moi-même ouvert la page des nouvelles relations entre la France et la Libye. C'est un acte. Voilà. Je l'avais fait dans un certain objectif. C'est aussi un acte. L'objectif, c'était quoi? Créer des relations chaleureuses, amicales, entre nos deux pays. Pour faire quoi? Dans l'intérêt et de la France et de la Libye, sur le problème d'immigration. 2200 km de frontières maritimes, non protégées, parce que Kadhafi n'avait plus les possibilités de pouvoir avoir accès à un quelconque matériel moderne, comme des avions, etc., pour protéger ses frontières maritimes. La déferlante africaine, par le passoire libyen, à travers ses côtes, et il n'y avait plus de contrôle possible vers l'Europe. Il y a des perspectives économiques aussi. J'arrive. Je dis premièrement. Deuxièmement, une affaire de sécurité. Des échanges entre les deux pays, amis, devenus amis, pour pouvoir faire des échanges au niveau antiterroriste, au niveau des services. Je ne rentre pas dans le détail parce que je ne connais pas tellement, mais je pense, et la France a pensé, et la Libye aussi, que c'était dans l'intérêt des deux pays de pouvoir promouvoir ceci. 3. Le pays venait de faire un accord avec les Américains et les Anglais après l'attentat de Lockerbie. La France aussi, mais moins bien. C'était une occasion pour dire au colonel Kadhafi, ce que je lui ai dit, s'il vous plaît, ce que vous avez fait avec les États-Unis et l'Angleterre mérite d'être fait avec la France. Parce que la France, en plus, a une connaissance africaine importante. Elle peut aider, etc. etc. Bon. Ce fut fait. Il y avait les accords méditerranéens entre les 4 pays du Nord-Afrique et les 4 pays, les 5 pays en Europe, je les nomme, l'Espagne, la France, l'Italie, comment ça s'appelle, Malte, et ça fait 4. Il n'y a pas la Grèce là-dedans? La Grèce, pardon. La Grèce. Ensuite, du côté africain, il y avait la Libye, Tunis, l'Algérie et le Maroc. Voilà les 4 pays concernés dans ces accords, du côté africain, arabe, et du côté et les 5 pays européens. Ça aussi, c'était une rubrique importante à vouloir approfondir entre les deux pays. Et la 5e, c'était les contrats, pas d'armement, mais les contrats pour les infrastructures civiles pour
la désalinisation de l'eau, pas seulement pour les Libyes, mais à travers les Libyes, pour les pays voisins africains. Il y avait les infrastructures locales, routes, trains, TGV, etc., etc. Et aussi les accords pétroliers à faire avec la Libye. Plus bien sûr, le rééquipement du matériel déjà vendu et mis en obsolète à cause du boycott qu'il y a eu avant. Les Américains et les Français et les Anglais ont avancé dans ce sens, même sous George Bush, même sous Tony Blair. Et on était supposé avancer dans le même sens que ces deux pays, dans l'intérêt de la France aussi. En même temps, voilà un tout petit peu les histoires de l'ouverture de cette page. M. Sarkozy a été visité en tant que ministre des Affaires étrangères une fois et en tant que président de la République une autre fois. M. Claude Guéant, le numéro 2 de la République, quand il était à l'intérieur, il a visité 3 fois, officiellement. Et ensuite, M. Hortefeux, le ministre Hortefeux, a visité une fois. Tout ceci a été fait avec beaucoup de respect, avec beaucoup de... dans un cadre amical. Donc, tout ceci, tout le temps, des échanges parfaits, etc., etc., jusqu'au jour où on est arrivé à signer en paraphe un contrat de gaz avec la Libye. On, je dis, total. La France. Ces études qui ont duré, géologiques qui ont duré à peu près 2 ans, faites par une compagnie britannique qui s'appelle BP. Je pensais que c'était